Bonjour tout le monde, merci de vous syntoniser à cette table ronde de la foire papier ayant pour titre L'art contemporain, le parent pauvre des médias. Alors nous sommes présentement à Tiohtià:ke, un territoire qui est protégé et qui est la demeure des Kanien'kehá:ka depuis des temps immémoriaux et qui n'a jamais été cédé. Donc en début de séance, j'aimerais exprimer ma gratitude pour leur responsabilité et honorer leur lutte continue pour prendre soin de ces terres. Sur notre personnel, je viens d'une famille de visiteurs non invités qui, comme plusieurs, a brisé de nombreuses ententes de paix pour coloniser le territoire. Et on doit reconnaître aujourd'hui que ce projet d'expropriation et d'extraction est toujours en cours. Cela dit, on a la grande chance de pouvoir être solidaires avec les efforts autochtones de décolonisation et je vous invite à nous rejoindre dans ce travail qui doit être collectif. Mon nom est Benjamin Gialard. J'utilise des pronoms il et lui et je serai votre modérateur aujourd'hui. Je suis accompagné pour cette discussion sur l'art contemporain et les médias de Nicolas Mavrikakis. Bonjour Nicolas. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, excité d'avoir cette conversation. Là, je suis également accompagné de Dominique Toutan. Bonjour Dominique. Bonjour, bonjour. Alors, bonjour à vous deux. Donc, pour s'assurer que tout le monde sache à qui ils ont affaire ici, je vais faire de brèves présentations. Donc, tout d'abord, Nicolas Mavrikakis, nos auditeurs et nos auditrices t'ont probablement déjà lu dans Le Devoir, où il y a un moment de ça dans Voir Montréal. Nicolas, tu es aussi impliqué dans le monde des revues canadiennes. Tu as été membre des comités de rédaction à Spirale et à Etc. Ou à ETC et assistant directeur à la revue Espace. Ça, c'est un bref panorama de ton travail comme critique d'art. Tu es aussi commissaire indépendant. Tu enseignes l'histoire de l'art, la littérature française et d'autres domaines artistiques. Tu as réalisé des films sur l'art, élaboré des expositions et publié des livres. Merci de te joindre à nous. Et Dominique Toutan, tu es le directeur de la Galerie Blouin Division à Montréal. Tu es aussi membre du conseil d'administration de l'Association des galeries d'art contemporain. Merci aussi d'être avec nous. Et un bref mot sur moi. Donc, vous pouvez m'entendre les lundis à 18h et mardi à 11h au CIBL 101.5 à la barre de l'émission Radio Atelier, l'émission des travailleurs et travailleuses culturelles. Je suis aussi un artiste, travailleur culturel, enseignant et une personne très reconnaissante de la foire papier de l'invitation pour modérer cette table ronde. Donc, je suis très content d'être aussi bien entouré pour cette conversation sur l'art contemporain et les médias. En aparté, par contre, on doit dire qu'on représente seulement un certain point de vue. Malheureusement, il manque de belles couleurs à cette palette, mais on peut qu'espérer en fait que d'autres voix se joindront à la Oui, conversation dont des peut-être plus femmes, tard, de bien passant. sûr. Oui, Des gens non moustachus aussi. Oui, tout à fait, une surreprésentation de moustaches aujourd'hui. oui, bien sûr. Donc En oui, passant, Benjamin, moi, je mentionnerai oui. qu'il faut t'écouter. Il faut t'écouter, ton émission est très intéressante et comme il n'y a pas beaucoup de place pour les arts dans les médias, en plus, ton émission est très importante, donc voilà plein de raisons pour lesquelles il faut t'écouter plus. Ben, merci beaucoup. Donc, oui, on veut parler de présentation, on veut parler de présence, on veut parler de prise de parole dans les médias. Puis, je cherchais comment commencer la table ronde. Et puis, je me suis dit que justement, une première question, une première chose à imaginer, ça serait justement de commencer par le début de l'importance de donner la parole aux artistes ou de donner son opinion à propos d'eux. Donc, pourquoi on fait ce qu'on fait finalement? Nicolas Mavrikakis, est-ce que tu voudrais ouvrir le bal? Oui, mais je veux bien, avec plaisir, mais je ne suis pas sûr que c'est aux artistes toujours qu'il faut donner la parole. Là. Il faut pas, je ne suis pas sûr que les artistes sont toujours les gens les mieux placés pour parler de leur œuvre. Puis quand ils ne sont pas capables de le faire, ça arrive. Il y a des très très bons artistes qui ne sont pas capables d'expliquer leur travail. Ce n'est pas la fin du monde non plus là. Euh, donc, est-ce que c'est nécessairement à eux de venir expliquer ce qu'ils font? J'espère que la critique sert quand même à quelque chose. Bon, je pense que dans tout ça, là, on va entrer directement. Je pense que la question, tu veux plutôt savoir, est-ce que l'opinion des artistes at large, peut-être même à travers leurs œuvres, peut être quelque chose qui apporte quelque chose au monde médiatique? Donc, dans ce contexte-là, je te dirais que oui, que ça vienne des artistes ou que ça vienne des critiques, que ça vienne des interventions de tous les personnages du milieu, que ce soit les commissaires, que ce soit les directeurs de musées, que ce soit à la limite les visiteurs. Je pense que le fait, c'est d'apporter peut-être la vision de l'art visuel à l'intérieur de la scène du monde culturel, de la scène des médias, dans la scène de l'information.
bref, que ça fasse partie de la vie. Et je pense que si je vais plus foncièrement dans le sujet, c'est que la perspective de quelqu'un qui réfléchit visuellement sur le monde à travers la production d'œuvres d'art a nécessairement une perspective différente de quelqu'un qui réfléchit autrement. Déjà là, entre les différents types d'œuvres d'art, parce que les formes d'art, là, on est dans le monde des arts visuels, ici, on est à papier, on parle d'art visuel, mais c'est sûr que la prise de parole des auteurs, écrivains, la prise de parole des chanteurs, la prise de parole des acteurs, des dramaturges, la prise de parole des architectes. Donc, c'est toute une scène complète de gens qui ont des opinions qui seront différentes. Et je pense que ce qui nous réunit là, c'est surtout le fait, est-ce que la prise de parole des gens des arts visuels a un intérêt? Et moi, je pense que je pense que oui, puis je pense qu'elle est peu présente et c'est ça. Voilà. Et j'aimerais qu'on continue justement à parler un peu de l'importance que ça peut avoir ou l'apport que ça peut avoir peut-être à la société. Nicolas Mavrikakis, je serais curieux de t'entendre là-dessus. Là, ce que tu viens de dire, Dominique, moi, oui, bien sûr, je suis évidemment d'accord. Les artistes sont importants, mais qu'est-ce que tu veux faire? On ne peut pas non plus fourrer la culture dans la gorge des gens et leur pousser jusqu'à… Oui, on peut. Non, mais moi, je ne fais pas ça. Si les gens s'intéressent à la culture, je suis prêt à leur en parler. Mais bon, c'est sûr qu'il y a tout un problème à l'heure actuelle. Les médias ne font pas nécessairement tout ce qu'ils peuvent. Mais bon, moi, je ne voudrais pas non plus qu'on lance non plus la pierre aux médias trop facilement. Là. Moi, je suis dans un journal qui a, au contraire, pris de l'expansion par rapport à la couverture des arts depuis quelques années, alors que pourtant, plein de journaux ont fermé. Pensons à ici, à voir. Il s'est passé quand même une catastrophe. Donc, je pense que oui, effectivement, les artistes ont quelque chose à nous dire. J'espère bien, sinon je ne serais pas dans ce milieu-là. Mais… est-ce qu'une société peut refuser, est-ce qu'une société peut être suicidaire, refuser de s'intéresser à la culture? Moi, je veux bien me battre, là, mais je ne veux pas me battre non plus à ce point où je vais forcer les gens à s'intéresser à la culture. Vous comprenez bien aussi là. Et en début de table ronde, c'est pour ça que je trouvais intéressant peut-être de parler des motivations sous-jacentes, de trouver un terrain commun peut-être, de pourquoi on fait justement ce travail-là, le travail de critique ou même de carriériste, qui est très difficile. Donc, Dominique, peut-être, toi, ta motivation justement à travailler dans les arts, à présenter le travail d'artiste? En fait, je pense qu'à la base, ça part d'une passion. Pourquoi suis-je passionné des arts visuels? Ça, c'est peut-être la question première. Pourquoi ça m'intéresse? Qu'est-ce qui a fait en sorte que quand j'étais jeune, ça m'a tout de suite intéressé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui… Physiologiquement, j'ai mes yeux qui surfonctionnent, qu'il y a la partie de mon cerveau qui est plus intéressée. Est-ce que c'est une forme… La dyslexie amène une compréhension… non, en passant, il y a une surreprésentation de dyslexiques en art visuel. Ah oui? Oui, absolument. Wanda Coupe, Michel Debrouin, d'une des artistes, donc, et moi-même. Donc concrètement, ce que je dirais, c'est est-ce qu'il y a quelque chose de cérébralement qui fait en sorte que les gens sont plus intéressés des fois au monde visuel, ont une compétence et ont envie de se prononcer là-dessus, ont envie de créer, ont envie de voir des choses? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a aussi, je pense que moi, quand j'étais jeune, il y avait des… c'est niaiseux, mais vu que tu es professeur, mais l'idée des arts plastiques, dont à l'école, ça fait partie des grands plaisirs, des grandes joies de la vie de faire de l'art plastique. J'ai des jeunes enfants, faire de l'art plastique, ce n'est plus être à l'école. C'est rendu être ailleurs, c'est rendu peut-être pour d'autres personnes que oui, mais je pense qu'en partie, toute la formation des arts visuels à travers l'école, tout ça, peut créer des désirs, des intentions, peut éduquer les gens sur qu'est-ce qui se passe visuellement. Puis après ça, moi, personnellement, j'ai développé une passion pour les arts visuels, passion pour les musées, passion pour voir des œuvres. Donc, ça fait en sorte que si je suis là ici, si je suis là tous les jours devant des œuvres d'art et si je rencontre des clients pour leur parler, essentiellement, c'est de l'enseignement. Je leur parle de faire comprendre, essayer de faire voir que les yeux fonctionnent, que le cerveau suive, que la vie soit émerveillée par les sens des yeux. Donc, moi, c'est une passion. Hein. Et on sent vraiment cette passion-là. Si on cherche un peu également sur les internets, on peut trouver aussi certains de ton propre travail artistique, Dominique, notamment à la galerie Joyce Aouda. Je demandais, anciennement, oui, Nicolas Mavrikakis, toi, la passion sous-jacente pour
pour faire, j'allais dire critique, mais en fait, tu fais tellement de choses par rapport aux arts, là. Ça vient d'où? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je sais pas trop. Ça vient parce que je savais rien faire d'autre. Je ne sais pas quoi te dire. J'ai ça en moi et puis c'est très bien ainsi. Et puis, mais quand j'écris, j'ai pas ce désir nécessairement, ou quand je fais des œuvres, j'ai pas ce désir de convaincre les gens. J'en suis plus tout à fait là. Il y a une époque, j'aurais voulu pouvoir inciter plus de gens à aimer les arts, à participer à ce milieu. Maintenant, c'est peut-être l'âge, l'amertume, je ne sais pas, la déception, je ne sais pas quoi, mais j'en sais plus là. J'adore les arts, c'est ma passion pour ma vie. S'il y a des gens qui sont prêts à s'y intéresser, je vais jouer le jeu, je vais leur expliquer, mais je déborde un peu ta question là, mais je voudrais quand même parler de ça. C'est ça qui m'intéresse là-dedans, c'est que j'en ai un petit peu marre qu'on nous renvoie tout le temps la balle à nous en nous disant « Ok, vous êtes passionné, vous faites ça, vous n'êtes pas toujours bien payé pour faire ce que vous faites dans le milieu. » Moi, je vis en étant professeur, pas en étant critique, on s'entend bien. On pourrait parler d'argent, là, ça serait peut-être une chose intéressante. On va le faire plus tard dans la table ronde. J'ai préparé des questions par rapport à ça. Voilà, mais je ne suis plus dans cette idée de venir convaincre les gens d'aimer les arts. Je pense qu'il y a un réel problème dans notre société au Québec et au Canada. Les gens ne s'intéressent pas assez à la culture. Il y a une élite qui a de l'argent, une élite qui est intellectuelle, universitaire, des gens qui ont les moyens et qui auraient l'intelligence pour pouvoir s'intéresser aux arts. Ils ne le font pas. Et ma passion que j'ai en moi, est-ce que je peux arriver à la communiquer? J'espère. Mais à un moment donné, là, j'en ai marre d'avoir à me justifier sur pourquoi est-ce que les arts sont utiles? Est-ce que les artistes ont vraiment quelque chose à dire ou pas? Je dois te dire, j'en ai un peu marre de ça. Je me permets de continuer de te relancer un peu par rapport à ça. J'ai eu la chance cet été, je crois, ou l'été dernier, de voir un de tes travaux artistiques, une pièce de théâtre que tu as rejouée. Tu adresses souvent des questionnements qui sont très personnels dans ton travail, Nicolas Mavrikakis. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce désir de création à ce moment-là, qui n'est pas nécessairement un désir de convaincre, là, on le comprend bien, mais qui est peut-être un besoin à ce moment-là ou une forme de réflexion? En tant que critique, j'ai trouvé ça intéressant de jouer plusieurs rôles dans ce milieu-là. Entre autres, René Bloin m'avait dit un jour deviens commissaire, tu vas voir aussi que tu vas comprendre les enjeux d'une exposition, tu vas pouvoir explorer ce domaine-là d'une manière plus profonde, intéressante. Et pour moi, il était important aussi de devenir artiste parce que j'ai toujours fait de l'art. Puis bon, à un moment donné, j'ai décidé de présenter ces œuvres que je faisais. Mais il y a un désir d'aller rencontrer des gens. Mais moi, je ne fais pas des œuvres pour aller chercher un grand public. Hein. Je fais des œuvres vraiment pour un tout petit public. Je n'ai pas ni ce besoin économique, ni ce désir, ni cet ego peut-être. C'est ça peut-être qui me manque. Il y a des artistes qui ont un ego plus gros que moi, peut-être, plus de talent peut-être aussi. Mais moi, je fais vraiment pour un petit milieu, un petit groupe de gens, mes amis, des gens proches, des gens qui s'intéressent à l'art. Et je n'ai pas non plus ce désir d'aller chercher un grand public. Je n'ai pas ça. Voilà. Mais bon, si tu me demandes si j'ai une passion là-dedans, oui, bien sûr. Et je pense que c'est un peu courageux de ma part, parce que étant donné que je suis critique, faire des arts en même temps, c'est quand même de prendre un énorme risque. Hein. Bien. Mais là, juste dire, là, ça fait quelques fois là, que tu justifies, je suis un peu tanné, tout ça. Là. C'est quoi la genèse de ce côté blasé, là? D'où il vient, là? Blasé, n'exagère pas, là. Blasé. Ben, je sais pas, je le sens, là. Il y a un petit peu d'amertume, je disais tout à l'heure. Un petit peu d'amertume parce que j'ai l'impression qu'on a beau essayer de se défendre et faire que les arts ont une place dans la société. Ça fait quand même maintenant plus de 30 ans que je suis dans ce milieu-là. Et puis, j'ai l'impression que les mêmes questions reviennent, comme celle-ci aujourd'hui. Pourquoi il n'y a pas plus d'art dans les médias? Et puis, c'est une question dont j'entends parler depuis plus de 30 ans, à un moment donné. Puis, j'ai l'impression que j'ai beau essayer de proposer des solutions, dire qu'il faut qu'on défende plus nos artistes canadiens, québécois, bon, tout ce qu'on voudra, là, et ceux qui vivent ici, qui viennent d'ailleurs, qui sont devenus canadiens, québécois, bon, peu importe, mais qui vivent ici. Et puis, on ne le fait pas. Nos musées ne le font pas. Vraiment pas. Alors là, tiens, on pourrait parler de ça aussi. Si on tape sur les médias… C'est un autre débat, ça, là. Non. Ce n'est pas un autre débat. Mais on va y revenir peut-être tout à l'heure. Mais oui, je peux parler du Musée des Beaux-Arts. Est-ce qu'on peut parler du Musée des Beaux-Arts un peu? Non? On va parler de tous les musées au Canada qui ne défendent pas assez notre culture. Mais je suis surpris que toi, tu n'aies pas non plus cette amertume. Tu as l'impression que toi, tout va bien dans le milieu des arts au pays et que les médias les représentent bien. Absolument. Je suis tout à fait d'accord que c'est… Moi aussi, je ne suis quand même pas si jeune. J'ai 45 ans, puis ça fait quand même 20 ans que j'ai la même chose. En fait, concrètement, moi, je trouve que ça va pire d'un point de vue médiatique. Parce que concrètement, quand j'ai… je vais faire un petit historique. Là, je me rappelle
À Radio-Canada, il y avait des moments, des émissions de télé, entre autres avec la chaîne culturelle, où on était capable d'entendre Gilles Daigneault 1 à 2 fois par semaine, sur l'heure du midi, en écoutant. Et puis, je veux dire, c'était distribué à travers le Canada, là. Donc, je pense qu'il y avait un niveau de la culture plus haute ou plus élitiste. Et là, déjà là, c'est un problème d'utiliser ces termes-là, mais il reste quand même plus challengeante, là, Moi, j'utilise le terme de la recherche en art. OK, bon, de culture, plus de recherche, de positionnement historique et tout, était plus présente. Moi, je pense qu'il y a clairement, ça a descendu de quelques coches. Et c'est ça qui me fait réagir, c'est que j'ai l'impression qu'on était à un certain niveau, au niveau de la culture, et je pense de toutes les formes de culture, puis je pense que ça a baissé. C'est triste. Puis, parallèlement à ça, il y a d'autres cultures, je pense, on dirait mainstream, plus milieu. Je pense que la culture générale est plus haute, mais je pense que la culture haute a baissé. Fait que c'est comme si les deux se rejoignent plus dans une espèce de mainstream total. Et c'est un peu ça. Là. Puis, je sais, entre autres, dans la pétition, des choses qui avaient été ressorties par Christian Messier, puis je suis excessivement d'accord avec ce qu'il dit. C'est Je proposerais peut-être de situer justement la pétition pour les personnes, nos auditeurs, nos auditrices qui connaîtraient peut-être pas de quoi on parle. Donc, en janvier de cette année, il y a plus de 10 000 personnes qui ont signé une lettre à la direction de Radio-Canada que j'avais écrite avec plusieurs personnes du milieu pour justement demander une meilleure couverture de l'art contemporain à la première chaîne. Il y a aussi le groupe Invisible qui fait des actions pour une meilleure représentation de l'art contemporain dans les médias, notamment que Christian Messier, on le salue d'ailleurs, a parti. Donc, on peut sentir, c'est ça, un certain ras-le-bol généralisé par rapport à cette question-là. Ras-le-bol, bon, peut-être qu'il peut revenir comme une horloge à certains moments de l'année. Puis Dominique, moi, j'avais une question justement pour toi par rapport à ça, parce que suite à la lettre qu'on a signé, on est allé 2 fois voir la direction de Radio-Canada, d'abord pour parler à la direction générale, ensuite pour parler au chef de contenu, à la directrice de la radio. Notamment, tu parlais que nos médias manquaient une occasion de partager la connaissance. Tu dis plutôt que quand tu parlais à des gens qui venaient dans ta galerie, tu voyais ça presque comme un enseignement. Donc, est-ce que tu peux nous parler justement de cette occasion manquée ou de ton point de vue là, par rapport à cette question-là? Puis on va retourner ensuite avec Nicolas. En fait, je vais continuer exactement où on en était. C'est que à cause de la culture, je pense que la culture générale de la population est plus haute. Si je prends, par exemple, dans les années 60, 70, 80, je pense que les gens sont plus éduqués, mais je pense que le clivage avec les gens plus intellectuels ont descendu jusqu'à un certain point vers un discours plus généralisé. Pour être plus accessible, pour être plus vivant, parce que des fois, ça peut être un peu chiant, tout ça. Là. Il y a des raisons tout à fait acceptables à ça. Là. Mais il reste que dans l'ensemble, je pense que les cultures de recherche ont été un peu perdantes là-dedans. Puis, mais une des choses que Christian disait comme exemple, c'est comment ça se fait, et c'est un bel exemple, si on recule avant les années 90, les gens et la culture culinaire et culture du vin était très, très, très pâté chinois baby doc. Donc, il y avait quelque chose de... C'est un gros cliché, là, mais il reste quand même que... Tandis que maintenant, de nos jours, force est de constater que même les repas à l'émission de Canal V à tous les jours, là, les gens font des repas qui ne sont pas si mal que ça. Donc, je veux dire, il y a un niveau de... Même pas mal dans le quotidien, c'est quand même assez fort. Donc, les gens ont été capables d'apprendre à bien manger, à bien boire. Donc, c'est un apprentissage qui fait partie de l'art de vivre, qui a été longtemps amalgamé dans tout le monde des médias avec la culture. D'ailleurs, ça, c'est tout le mot culture, personnellement, est un problème pour moi. Je pense qu'on devrait un peu laisser le mot culture de côté puis aller plus spécifiquement au mot art. Je pense que des fois, ça nous aiderait parce qu'on se fait entrer dans un fourre-tout, là, le mot culture. Mais toujours est-il que le point de vue, c'est on est capable d'éduquer une population générale à mieux manger, mieux boire, plein de choses. Mais parallèlement à ça, l'espace visuel à la télé, l'espace radiophonique, l'espace journalistique écrit dans tous les médias ont baissé leur présence de culture savante, de culture de recherche pour augmenter une culture générale. Et là, moi, je pense qu'on est descendu trop bas. Là. Il y a comme un niveau, puis je comprends qu'il y a des enjeux financiers pour le financement des médias, mais je pense que justement, on en est rendu là. S'il y a des fonds qui ont été faits par le gouvernement pour aider les médias, bien,
il devrait être dédié à des secteurs pour faire en sorte, parce que les arts visuels, mais je pense que la danse, la musique contemporaine, ils ont exactement le même problème que nous, là. J'aimerais donner justement là-dessus la parole peut-être à Nicolas, parce que toi, la dernière fois qu'on parlait de ça, Nicolas, tu parlais justement même d'un désintérêt auprès de nos politiciens qu'on ne voit pas dans les vernissages. Est-ce que tu es d'accord avec un peu le constat que Dominique fait ou tu as un point de vue Oui, divergent? il y a une crise. Bon, il faut quand même relativiser cette crise, hein. Je vais revenir à tes politiciens juste après, mais ça va nous éliminer. Mais il faut quand même relativiser cette crise. Si on se compare, par exemple, à ce qui se passe aux États-Unis, des émissions de radio aux États-Unis sur la culture, là, c'est quasiment inexistant. On a quand même un certain nombre de revues qui sont absolument importantes. Bon, c'était mieux à une certaine époque, oui, en effet, parce qu'il y avait Radio-Canada FM, voilà, bien. Mais effectivement, moi, je pense que le problème, il vient en partie non pas des journalistes, des critiques comme moi qui essayons de faire ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, mais je pense qu'il y a un problème, entre autres, au niveau du politique. Oui, je vous ai préparé une petite chose amusante qui va peut-être vous faire un peu rire. J'ai fait la liste des derniers ministres de la culture et du patrimoine à Québec et à Ottawa et le temps qu'ils sont restés en place. Hein? Le show de chaises musicales avec des gens qui sont ignorants de la culture. Hein, quand même, reprenons. À Québec, on a eu Hélène David donc, pendant 17 mois, qui venait du domaine de la psychologie. Hein, j'imagine parce qu'on est un peu fou, alors on a besoin de psychologues pour venir nous aider. Après ça, on a eu Luc Fortin, qui est resté 19 mois, qui venait du domaine des droits et de des sciences politiques. Après ça, on a eu Marie Monpetit, 12 mois, elle aussi du domaine de psychologie et de l'environnement. Elle avait une formation en musique. C'était celle, certainement, qui s'y connaissait le plus dans le domaine des arts. Nathalie Roy, maintenant, qui est là depuis donc, quelques mois, journaliste, animatrice télé, et qui s'est fait très silencieuse dans les derniers temps, quand même. Et on pourrait quand même dire aussi qu'elle nous a sorti quand même des choses absolument aberrantes. Nous dire au début de la pandémie que la pandémie nous faisait prendre conscience du fait que les arts jouaient un grand rôle dans nos sociétés. Ma chère madame, moi, je le savais avant ça. Bien, passons maintenant au domaine des ministres du patrimoine à Ottawa. Donc maintenant, on a Stephen Guilbeault, qui a été bien connu, bien sûr, pour son grand intérêt pour la culture. Hein, bien, donc il vient du domaine de l'écologie et de l'environnement. Avant, on avait Pablo Rodriguez, qui est diplômé en administration et qui restait 16 mois à son poste. Avant, on avait Mélanie Joly, qui venait du domaine du droit. Elle est restée un petit peu plus longtemps, elle, 32 mois. Et on ne parlera pas toutes ces bourdes sur Netflix. Et bien, passons. Avant, on a eu vraiment la cerise sur le sundae, Shelley Glover. Alors les journaux ne savaient même pas qui c'était Shelley Glover. Avec les conservateurs, ça. Oui, avec les conservateurs. 27 mois. Et on nous disait qu'elle pouvait s'occuper du patrimoine parce que dans le mandat du patrimoine, il y a les sports aussi. Et elle était très sportive. Voilà, c'est ça qu'on a comme ministre de la Culture. Excusez-moi, mais il y a quand même un problème là. Si on n'est pas capable d'avoir des gens qui sont des spécialistes dans le domaine, qui peuvent comprendre les enjeux, qui peuvent interpeller, qui peuvent discuter un peu d'égal à égal avec les gens du milieu de la culture, mais c'est sûr que collectivement, il va y avoir un déficit là. Donc, pour savoir comment utiliser l'argent des gouvernements, savoir aussi créer, comment dirais-je, un dynamisme culturel. Je peux parler d'un buzz, là, je déteste ça. Mais un dynamisme, une activité culturelle plus forte, intellectuelle plus forte, il faut qu'on ait des gens forts. Je veux dire, il faut une époque quand même, on avait, dans certains pays en France, on a eu une époque quand même, on a eu Malraux. Alors, je ne sais pas si Shelley Glover et Malraux peuvent se comparer, je ne pense pas tellement. Donc, il y a un réel problème. Je ne veux pas qu'il s'applique à ce point-là trop, les politiciens. Hein, je vous rappellerai une petite blague que me faisait Pierre Théberge, ancien directeur du Musée des Beaux-Arts à Ottawa, et qui disait ah non, s'il vous plaît, ne mettez pas trop de politiciens dans la culture, ils vont tous croire qu'ils savent quoi faire, ils vont venir encore plus foutre le bordel. Mais bon, quand même, on aurait besoin quand même de ministres de la culture qui sont des leaders et qui donnent le sentiment que la culture, c'est important et pas simplement en période de pandémie. Mais c'est intéressant qu'on analyse justement à un niveau plus sociétal ou politique, qu'on prenne cette question-là de ce courant-là, parce qu'une des questions que j'avais, c'était est-ce que cette crise des médias ou ce ras-le-bol généralisé par rapport à l'art dans les médias, est-ce que ça serait un indicateur de la place de l'art contemporain dans notre société? Je crois que ça montre, il y a une certaine connexion. Dominique, est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Moi, ce que je dirais, c'est que la place de l'art contemporain dans la société, c'est comme la place de plein de choses. C'est-à-dire qu'on est dans une société
de niche. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui adorent certaines choses et qui peuvent se rendre à fond dans leur passion grâce à l'ultime foisonnement de ce qu'on peut retrouver sur Internet. Donc, si on est passionné de ceci ou de cela, on a de tout. Fait qu'on est dans plusieurs mini-niches et tout est possible. Donc, concrètement, si j'ai à dire là, dans la présence des artistes, de la création, par exemple, il y a plus de galeries et il y a plus d'artistes qu'il y avait il y a 15-20 ans. Ça, c'est indéniable. Donc, ça, c'est sûr. Donc, ça, c'est le nombre de qualité de production est là. Donc, il y a une niche de clients, il y a une niche de visiteurs, il y a une niche de producteurs qui est plus forte qu'avant. Donc, essentiellement, il y a cette niche-là. Par contre, comme c'est humain à tout le monde de vouloir grossir son bassin et de vouloir se faire connaître. Et je pense que c'est ce rayonnement-là, dans le foisonnement des médias où les gens deviennent self-broadcasters, font leur propre chose, où les gens regardent des choses peu dirigées parce que tu peux choisir ce que tu veux. Bien, les choses font en sorte que les arts visuels, il y a des passionnés, puis il y a des gens qui ne comprennent rien. Mais je ne pense pas que ça affecte vraiment la production ou tout ça. Mais ce que ça fait, c'est que ça affecte le marché et ça affecte, par exemple, des fois, l'intérêt du nombre de personnes qui vont aller voir les expos dans les musées, dans les centres d'artistes, dans les galeries. Donc, c'est le public qui… Par exemple, la foire papier, c'est très populaire. Hein. Ça fonctionne très bien parce que… Mais pourquoi ça fonctionne très bien? Parce que là, on va le voir, là, je suis certain qu'en ce moment, là, ils vont sortir, les médias vont être intéressés, ils vont en parler. Donc, mais pourquoi ils vont en parler? Parce qu'on est dans une situation où on a besoin de nouvelles, on a besoin de cycles, on a besoin de raisons. Et aller voir une galerie, eh bien, on sait qu'il va… Tandis que là, la foire papier, c'est en fin de semaine, c'est cette semaine-là, on fait ci, on met un porte-parole, on met des choses. Donc, médiatiquement, on peut réagir, c'est humain, on réagit à la nouveauté. Donc, on y va. Le Musée des Beaux-Arts est extraordinaire avec ça. Le Musée des Beaux-Arts a en lien constamment avec tous les médias, des agents de presse qui leur parlent presque quotidiennement. Et donc, peu importe le sujet, il va avoir une raison et le Musée des Beaux-Arts va se positionner, le Musée des Beaux-Arts vont présenter des choses, mais ils ont toute une équipe. Là. Il y a une équipe, puis ils ont plusieurs expos. C'est énorme, c'est une grosse machine. Ils sont en mesure de prendre leur place. Eux ont décidé de la prendre et ils la prennent et les médias sont très heureux. C'est d'ailleurs ça qu'on a appris quand on a été voir Radio-Canada. C'est que dans le fond, on peut être présent, mais pour être présent, il faut être sur le moment, il faut être en ce moment, il faut avoir une nouvelle et il faut leur donner la nouvelle au complet déjà prête. Je proposerais qu'on réfléchisse un peu à ces enjeux-là avec peut-être un chemin de biais, peut-être de réfléchir au rôle des médias par rapport à l'art contemporain, leur fonction. Nicolas Mavrikakis, la question que j'avais pour toi, puis on en a parlé un peu au début, là, c'est quand on se dit critique d'art, selon toi, c'est quoi les responsabilités qu'on a quand on dit critique d'art? Qu'est-ce que ça veut dire prendre parole de cette manière-là? Les responsabilités du critique d'art. Je me dois de rendre l'œuvre, les enjeux de l'œuvre compréhensibles auprès d'un plus large public, en étant très tiraillé par ce qu'on imagine être le grand public. Il y a des gens qui vont te dire que ceux qui lisent la critique d'art, c'est déjà un public averti, qui s'y connaît, un public d'intellectuels. D'autres vont me dire, au contraire, il faut que tu vulgarises beaucoup plus et que tu rendes ça accessible à des gens qui ne comprennent rien. Bon, moi, mon modèle, c'est un peu mon modèle de professeur, là, puisque j'ai plusieurs fonctions. Donc, en classe, il faut que j'explique des concepts souvent complexes, mais il faut que je les rende compréhensibles à ma classe. Voilà. Donc, mais je ne me fais pas d'illusions. Je sais bien qu'un lecteur du Devoir, ce n'est pas n'importe qui, monsieur tout le monde dans la rue. Là, faut pas rêver. Donc, j'ai une responsabilité d'expliquer à un lectorat qui est quand même, pour moi, il me semble déjà cultivé, des pistes de lecture par rapport à l'œuvre. Est-ce que c'est de dire si l'œuvre est bonne ou pas? C'est pas aussi simple que ça. Mais j'ai un mandat d'expliquer. Mais bon, je pense qu'on le remplit bien au Devoir. Je pense que j'ai tenté de bien le faire durant toutes ces années. Est-ce que j'ai une responsabilité dans la visibilité des médias dans la société? Oui, bien sûr. J'essaie aussi, par exemple, de donner plus de place à des gens que je connais moins, renouveler mon bassin d'artistes. Ça, c'est important pour moi, c'est très important. J'essaie de parler des artistes d'ici,
mais aussi parler des artistes un peu de l'étranger, mais j'essaie de parler un peu plus des artistes d'ici. Benjamin, tu veux peut-être m'interrompre pour Laurent? Oui, mais en fait, j'aurais aimé t'entendre sur l'idée de prise de position, hein, parce que en tant que critique, ton rôle, comme je le comprends, c'est pas simplement de remâcher le communiqué de presse. Ah ben non, bien sûr. Alors que pourtant, toutes les institutions, galeries aimeraient bien que je ne fasse que ça. Moi, je veux pouvoir discuter des œuvres, je vais pouvoir prendre position. Je pense que être critique, ce n'est pas être journaliste. Je vois une énorme différence. Je crois qu'il est très important pour moi de développer un point de vue. Je pense aussi que les gens qui viennent me lire parce qu'ils s'attendent à avoir ce point de vue-là, une lecture du milieu de l'art bien particulière. C'est pour ça aussi qu'il est très bien que l'on soit plusieurs. Hein. Au Devoir, on est au moins 5 à nous occuper de la scène culturelle dans le domaine des arts visuels et chacun a un point de vue très différent. J'inclus même Jean-François Nadeau, qui s'occupe par exemple de la photographie, il le fait très bien. Donc nous sommes plusieurs à le faire avec différents points de vue. Mais moi, je crois qu'il y a une question de lecture. C'est sûr, cette lecture, étant donné qu'il n'y a pas tant de journaux que ça, elle se trouve malgré tout limitée à un nombre d'acteurs très restreint au Québec. C'est embêtant, c'est une réalité. Mais moi, je ne me vois pas comme en train de défendre. Je ne défends pas tout le monde, je ne défends pas toutes les idées et je revendique tout à fait un point de vue sur l'art. Et je pourrais même l'expliquer un peu plus, mon point de vue, mais c'est peut-être pas le cas. En fait, tu vois, la question autour de la critique, c'est important, la critique, puis mais comme le dit Nicolas, c'est un volet, parce qu'ultimement, quand on parle, donc la table ronde est autour de la présence des artistes sur les scènes médiatiques. La critique, ça devrait être peut-être un quart, un tiers. Après ça, il y a du vrai travail de journaliste. Ensuite de ça, il y a de l'entrevue. Ensuite de ça, il y a simplement de la nouvelle. Ensuite de ça, il y a qu'est-ce qui se passe. En fait, Nicolas, toi, d'ailleurs, il faut quand même le dire, tu es une personne qui a une belle énergie médiatique, ou quand on parle. Non, c'est vrai, c'est vivant, il y a tout ça. Donc, tu es en train de se repositionner des épaules. Oui, je me repositionne là. Tu me lances les fleurs, alors je me redresse. Non, c'est ça. Non, mais aussi, je veux dire, tu vas des fois à Radio-Canada, à Marie-Louise Arsenault, des choses comme ça. Donc, ben, en fait, ça prend un peu de. Comment je dirais ça? Il faut que ça fasse partie de l'énergie de la ville. Donc, je pense que moi, c'est surtout ça que je reproche. Par exemple, je suis très content que Espace, ensuite de ça, donc, toutes les revues spécialisées, je trouve ça très important. Là, c'est vraiment des lieux où il y a des textes de profondeur, il y a des fois des entrevues, ensuite, il y a des vrais textes critiques, il y a des comptes rendus d'exposition, il y a bien expliqué les œuvres. Il y a tout un volet. Ensuite de ça, dans le devoir, une bonne partie touche en partie la critique, mais étant donné la longueur, en fait, l'obligation de faire une critique rapidement, donc on a une semaine à faire, tout ça, on en arrive. Est-ce que c'est vraiment la critique qu'on arrive? Ça, c'est un autre débat, mais ultimement, c'est l'ensemble de tout ça. Plus il y a en fait, le texte devient surimportant à cause qu'il y a peu de texte. C'est ça que je dirais. C'est comme si, par exemple, on était, je serais en 1997. Bon, je fais un show, je sais pas, j'aurais dit au Sidney Bronfman Center à l'époque. Donc, il y aurait un texte dans Le Voir, il y aurait un texte dans Ici, il y aurait un texte dans la presse, il y aurait un texte dans Le Devoir, il y aurait Gilles Daigneault qui aurait passé à Radio-Canada. Bon. La Gazette. Il y aurait la Gazette, absolument. Jean-Paul a arrêté récemment, là. Exactement. Mais si on met tout ça ensemble, là, il y a à peu près 5 à 6 endroits, et ça, ce n'est pas des textes de recherche là, qui arrivent 1 mois ou 2 mois après, qui aurait pu se passer quelque chose. Donc, on n'a pas un texte, on a probablement 2 à 3, peut-être un qui est un cours, tout ça. Donc, il y a comme on fait partie d'une personne, c'est de la même chose, comme dans n'importe quoi, il faut attendre parler 3 fois de quelque chose pour le retenir. Donc, si on est un peu intéressé, on suit un peu les médias, c'est quoi donc ça? Il y a quelque chose qui se développe. Donc, tandis que là, il y en a un. C'est sûr que la pression du texte qu'il y a dans Le Devoir en ce moment est énorme. Puis, parce qu'il est seul et on peut pas contrebalancer rien. Tandis que s'il y avait plus de textes, s'il y avait des textes de chroniques, des textes, comme par exemple les textes qui sont à la presse, c'est pas vrai, c'est rarement des textes critiques, ça l'est plus ou moins, mais c'est un texte qui est informatif, plus journalistique, qui permet de présenter. C'est sûr que les galeristes, on a tendance à aimer ça, parce qu'on a l'impression qu'on ouvre le discours à plus de personnes, puis tout ça. Mais en même temps, je veux aussi un texte de Devoir. Je veux les deux, là. Je veux une critique, je veux un peu tout.
Donc, il n'y en a pas un qui est moins important, mais c'est dans l'ensemble. Et c'est surtout cette chose-là que je trouve décevante. C'est comme il y en a moins, ça met beaucoup d'impact sur certains. Dominique, je voulais justement te poser une question par rapport à ça en tant que galliériste, en fait, parce que je me demandais, c'est un peu une question rhétorique, là. Est-ce que ça serait vrai de dire que tu bénéficies d'une critique favorable d'un de tes artistes? Donc... va donc plus spécifiquement, parce que je pense pas vraiment. Ah non, ben, je serais curieux de t'entendre par rapport à ça, justement, parce que je me disais, d'un côté, bon, s'il y a une critique favorable sur un artiste, c'est bien, il y a plus d'intérêt, les gens sont plus susceptibles de voir plutôt qu'une critique négative. Mais en même temps, on ne veut pas un milieu complaisant non plus, hein, parce que ça perdrait toute la crédibilité. Donc, je serais curieux de savoir le rôle de ça. Sérieusement, là, je vais t'avouer, une vraie critique négative ou vraiment, vraiment positive, tu diras ce que tu en penses, Nicolas, mais je pense pas que ça existe vraiment maintenant. Je pense que les gens n'en veulent pas, Dominique. C'est quoi le premier? Qui veut des critiques qui viendraient créer un vrai débat? Je suis désolé. Il n'y en a pas là, de ça. En fait, ce débat-là, Benjamin, il ne peut pas arriver parce que, sérieusement, il n'y en a pas vraiment de critiques. Alors là, ça, je te trouve trop. Négatives, des critiques négatives d'un show. Moi, j'en ai fait pendant très longtemps. J'ai pris des prises de position sur des artistes. Ben, j'en fais moins parce que je suis moins présent et puis aussi parce que, enfin, on pourrait évoquer bien des raisons, mais je suis désolé, le milieu n'est pas capable de prendre des critiques négatives. Le milieu, là, quand je faisais des critiques négatives, il y avait des gens qui demandaient ma tête le lendemain matin. Cette nuit, ça va faire, puis on va retirer, je pourrais te nommer des organismes qui ont menacé le voir de retirer leur publicité, là. Puis des gens qui sont très, très bien, hein, en passant. Je suis super gentil dans le public. Ils vont écrire des lettres dégueulasses en disant qu'ils vont retirer leur publicité. Hein? Donc, le milieu, là, il a aussi ce qu'il mérite. S'il n'y a pas des critiques plus virulentes et plus fortes et qui créent des débats, parce que moi, je ne crois pas à cette question de virulence, je crois plutôt que ça crée des débats, ben, c'est peut-être aussi la faute du milieu. Les gens n'acceptent pas que l'on dise la moindre chose qui serait négative. Il faut que tout soit beau, tout soit merveilleux. Et c'est quand même un énorme problème. J'aimerais peut-être d'ailleurs rajouter de l'huile sur le feu. On a dit qu'on voulait parler d'argent. Nicolas Mavroukakis, en plus de ton travail de critique, tu as un poste au Collège Jean de Brébeuf. Oui. Donc, est-ce que c'est possible de faire carrière comme critique d'art, journaliste d'art aujourd'hui? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que tu es sérieux, Benjamin? Tu poses la question sérieusement? On va parler de nos salaires respectifs en tant que critique. Tu veux que moi, il fut une époque, je pouvais gagner jusqu'à 15 000 $ en étant critique. Maintenant, même si le devoir me paie quand même assez bien, je le reconnais, je gagne 6 000, 7 000 $ en tant que critique. Voilà, ça c'est merveilleux. Si je n'étais pas professeur et que je ne gagnais pas très bien ma vie en tant que professeur, je ne pourrais pas faire ce métier-là. Je ne pourrais pas non plus aller à New York 4 fois par an pour aller voir les expositions, aller à Venise, aller à Cassel, être au courant de ce qui se passe à travers le monde. C'est moi qui paie pour ça, là. C'est moi qui paie pour mes déplacements tout le temps. Et c'est très bien, c'est merveilleux, je suis très content. De toute façon, je le ferai anyway, même si je n'étais pas critique. J'ai cette passion-là. Mais on ne peut pas vivre. Le problème est réglé. Mais bon, je ne vais pas me plaindre. Je sais combien il y a des artistes qui vivent avec 3 sous et quart, là. Hein, bien, si on se met à pleurer, là, pour ce que je gagne, on va pleurer pour bien d'autres gens. Non, mais en fait, le débat, Benjamin, au niveau de l'argent est exactement ça. C'est qu'on n'est pas moyen d'avoir, par exemple, une personne qui aurait, par exemple, un journaliste, on va dire, judiciaire. Une personne qui travaille à la presse, ou qui travaille au Devoir, ou qui travaille à Radio-Canada, ou à TVA, peu importe. Bon, il a un salaire à l'année, il n'est pas rattaché à rien d'autre que ses opinions, il essaie d'aller vers une vérité, il a une vie, il a tout. Donc, il n'est aucunement rattaché à rien, puis il est capable de bien faire son travail et tout. Donc, voilà, l'indépendance existe. Donc, il n'y a pas de médias assez forts pour être capable de payer le salaire autant de journalistes, de critiques, de chroniqueurs en art visuel pour faire en sorte que cette personne-là développerait une voix, une présence, une indépendance, une continuité, parce que ça ne serait pas un texte par 2-3 semaines, là, ou même un texte par semaine, ça serait plusieurs, ça serait beaucoup. Pour que tout ça existe, ça prend un financement, ça prendra un financement indépendant qui ne serait pas lié, exemple, recevoir une lettre par exemple, de peu importe l'organisme à cause que tu as descendu tel show dans tel... Ben, en fait, cette personne pourrait complètement être indépendante parce que les textes existeraient, parce que tu n'es pas soumis à rien. Bon, ces choses-là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, puis bien franchement, ça n'existera pas.
Je pense pas. On a beau l'espérer. C'est pas une catastrophe non plus, là. N'allons pas voir. S'il y a une crise dans les médias à l'heure actuelle, elle vient pas de là. Je pense que si on veut vraiment voir la source de la crise, là, s'il y a aussi une reformulation de tout le champ, là. Les journaux, les gens n'achètent plus de journaux. On assiste à ça. C'est quand même un problème assez grave. Nos gouvernements ont été là-dessus très lâches, il faut le dire. Là, je pèse mes mots. Ont opté pour alors que tout est financé par les gouvernements. Hein. Regardons Bombardier. Combien de la fortune qu'on a investi dans Bombardier. Hein. Et puis moi, quand je quitterai mon poste au Devoir, je n'aurai pas 17 millions dans mes poches en passant. Bien. Donc, les gouvernements n'ont pas investi là-dedans. Il faut mettre de l'argent à l'heure actuelle parce qu'il y a, pendant quelques années, là, il va y avoir une reformulation de tout le champ du journalisme et des médias culturels qui va obliger véritablement il faut que le gouvernement aide. Bon, c'est un moment d'opportunité quand même. Hein. Moi, je vois, là, on dirait que je parle en tant qu'économiste, mais je trouve que c'est un moment quand même qui permet des choses. Il y a des gens qui se lancent à faire des vidéos sur YouTube. On a vu la Fabrique culturelle, aidée quand même par Télé-Québec. On a vu des musées faire des capsules. On a vu des gens faire des blogs. Moi, j'en ai tenu un pendant un petit bout de temps. À bout de bras, c'est compliqué. Mais on a vu des blogs aux États-Unis, à Toronto. Il y en a plein qui existent. Donc, il y a quand même ça qui donne un sentiment que le milieu il est très vivant. Mais le problème, là encore, c'est que ces nouveaux moyens d'expression ne sont pas très visibles non plus. On peut bien faire des capsules chez Clark ou ailleurs, mais s'il n'y a pas des médias qui sont plus visibles auprès du public, qui relaient cette information-là, le Musée des Beaux-Arts a beau faire des capsules, c'est très bien. Si vous allez voir, le Musée des Beaux-Arts a fait plein de capsules récemment. Ils ont comme un canal YouTube, on peut le dire comme ça. C'est très bien, mais bon, combien de gens vont le voir réellement en bout de ligne? Bon, c'est peut-être bien, mais ça pourrait être encore plus grand public que ça. Bien. Donc là, c'est un moment un peu difficile aussi dans les médias. Il faut bien le comprendre. Il y a une fragilité actuelle. Mais je pense que c'est tout à fait raison. Et je pense que, comme tu dis, il y a un moment, en ce moment, qu'il faut saisir. Puis, mais parce qu'il y a d'autres organisations culturelles qui, eux, sont plus organisées avec des syndicats, des organisations, une médiatisation plus forte parce qu'ils sont déjà, ils font partie du, entre guillemets, le showbiz québécois, qui vont faire, eux, ils vont sauter dessus et ils vont le prendre la place. Fait que je pense que c'est important que les arts visuels aillent, soient présents, revendiquent le droit en fait, c'est même pas une question de droit, simplement leur intérêt, leur passion, il n'y a personne qui n'aime pas aller au musée. En fait, très peu. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, là, mais en général, je veux dire, quand on demande aux gens si on veut des musées, ils vont toujours te dire qu'ils ont vu un musée à Paris, à Rome, à New York, à San Francisco. Mais à Montréal, c'est souvent à la retraite, les gens vont plutôt y aller. Là, ça devient partie des amis du musée. Ça fait partie d'un cycle de consommation culturelle à la retraite, là, où ça commence. Mais dans le quotidien, on fait moins partie parce que c'est une activité qu'on fait quand on est en voyage, quand on est en mode de loisir, tout ça. Non, mais c'est souvent ça. Donc, comment faire en sorte qu'on soit présent plus rapidement, plus là. Puis tout ça, puis je pense que c'est des présences au bulletin de nouvelles, des présences à radio, à la télé, dans les journaux, tout ça, pour faire en sorte qu'on un rappel, pour faire partie du beat. Moi, une chose que je dis toujours, c'est quand on va à New York, là, tout le monde le sent qu'il y a de l'art contemporain. On le sent. Parce que les buildings en avant, dans les halls d'entrée, dans les restaurants, ensuite, sans parler des musées, les gift shops des rues ont des œuvres d'art sur leurs t-shirts à vendre d'œuvres iconiques. Oui, mais il reste quand même que ça fait partie de la ville. Quand on va à Paris, c'est sûr qu'on parle d'art un peu plus classique, mais quand même. Donc, mais il reste quand même. À Londres, je veux dire, on le sent, ça sent l'art. Ça fait partie du discours culturel de la ville. À Montréal, malheureusement, l'art visuel ne fait pas partie de cet ADN-là de la culture. On va parler beaucoup de musique, on va parler de romans, on va évidemment parler beaucoup de télé, on va parler de cinéma. Tout ça, la culture des gens est là, mais entendu parler d'art visuel, très peu. Il y a des œuvres super importantes. Il y en a plein. Là, il y a plein de 1%. Il y en a partout, on pourrait faire. Il y a des circuits qui existent, tout ça. Mais c'est comme le relais se fait mal. On n'a pas réussi à créer des vedettes qui attirent les gens, qui attirent le nom.
Il y a Marc Séguin qui s'est sacrifié personnellement, ou en tout cas, qui a été beaucoup présent dans les médias. Bon, là, je veux pas entendre l'opinion. Non, mais j'avais dit, sacrifier, ça ne m'apparaît pas. Il aime ça. Là. Ben, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. Des fois, je pense que je ne suis pas sûr qu'il a si aimé ça que ça. Mais, en tout cas, peu importe. Mais il reste que, moi, je donne ça comme exemple, le nombre de fois qu'un collectionneur, on lui demande c'est quoi un artiste en art contemporain actuel, que la réponse est Marc Séguin est presque à 80 %. Mais pourquoi? C'est uniquement à cause de sa présence médiatique. Donc, il a décidé de prendre et c'est correct, c'est parfait. Puis tant mieux parce que son rayonnement amène un rayonnement sur d'autres personnes après. Parce que dès que les personnes vont là, ça fait que, il y a de l'art contemporain, puis c'est quoi les autres œuvres peut-être après? Il y a le Marc Séguin, là, puis après ça, on verra d'autres choses. Mais c'est sûr que ça prendrait d'autres vedettes, ça prendrait d'autres... C'est triste à dire, mais le vedettariat, ça fait partie. Mais ça ne veut pas nécessairement juste dire que ça peut être des artistes. Ça peut être... Nathalie Bondil est une vedette médiatique. Elle est médiatiquement presque à toutes les semaines quelque part. Donc, elle fait partie de la scène. Nathalie Bondil, par contre, ne parle pas d'art, elle parle du musée. Fait que ça, c'est un peu le problème, là, parce que si elle amenait les gens à parler d'art et parler des œuvres, mais elle est dans son musée, c'est un musée plutôt classique, très peu porté sur l'art contemporain, ça nous aide moyen. Là. Dominique, tout le monde n'est pas obligé de jouer ce jeu-là non plus. Je veux dire... T'en as prendrais quelques-uns quand même. Non, toi, d'ailleurs, tu le joues bien, toi. Sérieusement, Nicolas, tu es une des personnes qui l'a joué. Oui. Mais, enfin, j'espère qu'on me donnera le crédit que je joue le jeu, mais j'ai véritablement de conserver mes idées intactes. Mais bon, parce que moi, je crois aussi qu'il y a une possibilité pour des artistes d'être beaucoup plus low profile, d'être beaucoup moins présents et d'avoir une reconnaissance. Mais le problème, pour moi, le principal problème qu'on a à l'heure actuelle dans notre société, c'est le fait que nous n'aimons pas notre culture. La majorité des gens au Québec et au Canada n'ont pas d'intérêt pour la culture. Et même les gens du milieu, nous-mêmes, nous avons tendance bien souvent à... Parce que je ne veux pas jeter la balle uniquement aux autres. Là. On aime beaucoup parler de ce qui se passe à Paris, à Venise, à New York, mais glorifier nos artistes qui vivent ici, maintenant, avant qu'ils soient morts ou avant qu'ils aient 97 ans comme François Sullivan, on a beaucoup de mal à faire ça, beaucoup de mal. Et célébrer aussi des gens qui ont été tellement importants dans le milieu. René Blanc, on peut en parler, mais combien de galeristes se sont dévoués dans le milieu et on parle à peine d'eux, comme une critique. Bien, là, il y a un énorme problème. Les gens n'aiment pas ça que je dise ça, mais je trouve qu'on est encore décolonisés. Il faut que les œuvres soient reconnues à Paris, à New York, ailleurs, pour que nous-mêmes, on les aime. Si nos artistes ont une reconnaissance, Marc Séguin ou d'autres, à l'étranger, on est tout content. Corneau, est-ce qu'on parle de Corneau? Non? On peut parler de Corneau, mais elle est morte. Alors, je ne vais quand même pas aller tirer sur le billard. Je proposerais peut-être, parce qu'on doit, la table ronde va arriver à une fin un jour. Non, on continue. On va définitivement continuer à avoir cette conversation, peut-être même sur mon émission de radio, à Radio Atelier. Mais en fait, j'aimerais justement qu'on parle d'émission, qu'on se lance peut-être, terminer la conversation. Je vous entendais, on a des rêves de rendre l'art contemporain plus visible à Montréal, qu'on puisse parler des personnes qui font l'art et la culture ici. Je serais curieux de vous entendre sur le type de contenu, le type d'émission, le type de choses que vous aimeriez lire, que vous aimeriez consulter. Si vous aviez, par exemple, une émission, de quoi on a besoin ces temps-ci? Benjamin, je veux bien qu'on parle de ça, mais je te dis, pour moi, le problème, il n'est pas vraiment là. Je veux bien avoir toutes les tribunes possibles si on est devant une société qui n'est pas du tout réceptive à ça. On va en parler. Donne-moi une petite minute encore. Parce que vraiment, j'ai l'impression que c'est un énorme problème. Tant que les collectionneurs d'ici, maintenant, ils veulent acheter des œuvres qui viennent d'ailleurs, et je peux te raconter des histoires, mais à te faire dresser les choses sur la tête de gens qui me disent mais il y a 20 ans, on achetait des œuvres d'artistes d'ici. Maintenant, on vient me voir puis on me dit dans des galeries, des propriétaires de galeries me disent on veut savoir si l'artiste a exposé à l'étranger, si la cote va monter. On ne veut plus acheter des œuvres. On veut acheter un placement, on veut acheter un nom, on veut acheter… Merde à la fin, merde. On achète une œuvre, c'est une œuvre. On n'achète pas quelqu'un qui passe à la télé, on n'achète pas une célébrité. On devrait acheter des œuvres comme on lit un roman et que le roman nous a bouleversés.
Donc, si on veut faire des émissions qui soient à la hauteur, il va falloir aussi qu'il y ait un travail d'éducation plus profond dans les familles aussi qui se passe, que dans les familles on puisse célébrer la culture, combien de gens achètent des œuvres, combien de gens vont passer la culture à leurs enfants. On a un énorme problème. Et ça, ce problème-là, moi, je ne peux pas lutter contre ça. Je ne peux pas tout seul, vous m'entendez? On ne peut pas, nous, juste le petit milieu des arts, changer la société québécoise ou canadienne, puis s'arranger qu'elle aime la culture et puis qu'elle n'ait pas besoin de Hollywood ou de la Biennale de Venise ou des galeries dans le Chelsea pour pouvoir s'intéresser à la culture. Donc, quoi faire dans une émission maintenant? Ben, c'est sûr, s'il y a plus de visibilité, ça va nous aider. Si on a plus de nos artistes, ça va nous aider. S'il y a plus de vidéos qui sont mises en ligne, ça va être génial. S'il y a, et également, peut-être si les politiciens, les personnes qui sont peut-être pas dans le milieu des arts prennent position par rapport à ça, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. C'est quand même un défi collectif, là. Il faut qu'une société croie à la culture pour avoir une culture forte. Je ne pense pas qu'une société qui n'a aucun intérêt pour la culture, et historiquement, là, on pourrait prendre plein d'exemples. La Grèce au 5e siècle avant Jésus-Christ, lorsqu'ils reconstruisent l'Acropole, Périclès veut reconstruire l'Acropole, il avait tous les artistes de la Grèce à venir, ils investissent de l'argent. Il faut qu'il y ait des décisions qui se passent de manière collective. Louis XIV, il a donné une culture, on va voir le château de Versailles, il a investi là-dedans, il a créé comme un intérêt. J'aime pas nécessairement tout ce qu'il a fait à Versailles, là, mais bon, vous m'entendez. Donc, ouais. Nous dire que nous, moi, en tant que critique, ou que Dominique, en tant que directeur d'une galerie, il a une grosse responsabilité, moi, j'ai envie de renvoyer la balle. La seule responsabilité qu'on aurait, en fait, c'est de tirer plus large. Évidemment, dans un monde idéal, évidemment, ça prendrait l'équivalent d'un plan Marshall pour les arts visuels. Voilà. C'est un plan qui comprend des intérêts politiques, un financement au niveau de la production, de la diffusion, de la médiatisation. En fait, je dis toujours ça. Hein. On a un financement avec le Conseil des arts pour la production des œuvres. Ensuite de ça, on a un financement à travers le Conseil des arts et aussi les villes et le gouvernement au niveau de la diffusion avec les centres d'artistes. Ensuite de ça, les maisons de la culture. Ensuite de ça, les musées. Ensuite de ça, mais il nous manque on a un peu de budget pour la médiatisation à travers les revues spécialisées, mais il n'y a pas de budget important. Tandis que si vous prenez en théâtre, par exemple, si vous prenez le théâtre du Rideau Vert, dans leur budget, la publicité du Rideau Vert, leurs affiches, les publicités à la télévision un peu partout, je ne parle pas du théâtre du Nouveau Monde qui est encore plus haut, leurs budgets sont très élevés, là. Donc, prenez l'équivalent du budget en pourcentage, tout ça, puis mettez-le dans des galeries, mettez-le dans l'art visuel. Donc, ça prendrait des institutions. Il faudrait que les subventionneurs comprennent qu'il faut subventionner la médiatisation aussi. Donc, ça c'est la façon la plus simple que je verrais en ce moment. Là, si j'avais le ministre devant moi qu'on en parle, ce que je dirais, c'est ça. Ce que je dirais, dans le fond, vous subventionnez certains artistes à la production, vous subventionnez à la diffusion dans des lieux, mais il manque, ensuite de ça, la médiatisation. Parce que là, il y a une autre chose qui se passe. Il y a aussi le développement pour l'exportation. Donc, ça, c'est parce que tu parlais de l'international. Fait que l'idée du rayonnement. Bon, je suis bien placé. Dans la galerie, je fais 3, 4, 5, 6 foires par année à l'étranger, partout. Je suis parti 1 à 2, 3 mois par année. Bon, où, en fait, dans chaque ville, on va puis on diffuse, on fait connaître nos artistes. C'est rentable que c'est rentable? D'un point de vue financier? Non, même moi, je parle symboliquement, l'argent, tu sais. Symboliquement, oui. Symboliquement, oui, parce que, mais financièrement, non. Mais symboliquement, oui, parce que à travers les différentes rencontres, que ce soit des collectionneurs, que ce soit des conservateurs de musées, que ce soit d'autres galeristes, moi, je trouve qu'une des meilleures choses qui se passe, c'est souvent, ça prend un médiateur dans une ville, donc souvent le galeriste qui présente à ses collectionneurs un artiste, donc c'est connu. Fait que si je réussis à avoir un de mes artistes qui est représenté dans une autre ville et cette personne-là fait le travail, mais pour qu'ils se connaissent, il faut qu'ils se connaissent dans des foires. Donc, c'est là qu'on... Et là c'est complètement tombé. Hein. Ça c'est un sérieux problème. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ce matin, on a reçu la demande de Nada Miami. Est-ce qu'il va vraiment avoir une foire à Miami? Je ne sais pas. C'est une belle question. On a reçu... Est-ce qu'il va y avoir une en décembre? Je ne sais pas. Mais il se trouve que le plan de médiatisation et de diffusion et d'exportation de la culture québécoise en art visuel
à l'extérieur, je ne sais pas quel point peut être rentable. Dominique, nos musées ne les présentent même pas, nos artistes. J'ai essayé d'être gentil, mais ça, c'est le problème le plus absurde du monde. On avait une triennale d'art québécois. On a voulu la gymner avec la biennale. On a tout perdu, là. On n'a plus rien. On n'a plus d'instruments. Nos artistes, les centres d'artistes et les centres universitaires font un travail 1000 fois plus important pour nos artistes que les musées le font à travers le Québec. Il y a un petit problème. Puis quand tu leur parles de ça, ils font, eux aussi sont pris dans des problèmes d'argent. S'ils ne montent pas une exposition post-impressionniste, qui par ailleurs va être intéressante, mais ils n'ont pas l'argent pour financer des plus petites expos. Donc, il faut aussi que nos gouvernements acceptent que nos musées fassent un peu moins d'argent et qu'ils puissent présenter des expositions moins grand public d'artistes qu'on dit locaux. Mais l'idée même du local, moi, me fait vomir. J'en ai marre qu'on me présente nos artistes comme des artistes locaux. C'est des artistes qui sont bons ou pas bons. Il n'y a pas des artistes locaux puis des artistes internationaux. Il y en a qui ont eu de la chance d'être internationaux, mais on a plein d'artistes ici qui sont très bons puis qui n'ont pas eu la chance de se faire connaître à l'étranger. Mais nos musées, même nos conservateurs, bien souvent, veulent leur réseautage avec l'international, prendre des verres avec des gens connus à travers le monde, et je nommerai personne, mais je pourrais le faire. Puis, mais lorsqu'il est question de faire la défense de nos artistes, là, pas de catalogue, pas d'argent, une salle minuscule ou un artiste par été. Fuck. Mais, sans blague. Non, mais écoute, c'est sûr que ça, c'est un problème majeur. C'est le problème, la chose qui irrite énormément. Là, il va y avoir un show, là, le MAC va faire une exposition cet automne avec plein... d'années. Non, mais en passant, Nicolas, on aime bien casser du sucre sur les choix du MAC, là. Mais le musée des Beaux-Arts, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a rien. Zéro. Je peux dire qu'ils font un très bon travail par ailleurs sur des expos, mais l'équilibre... Ça prend une réciprocité. Il y a si tu sors d'un expo si tu sors de l'expo des robes de Gaultier, là, de l'autre bord de la porte, là, il devrait y avoir un solo ou une exposition importante d'artistes actuels ici qui méritent et que les gens passent et tranquillement. Ça, c'est la chose numéro 1, ça n'a jamais été fait. Jamais. La représentation des artistes actuels au Québec est dans le corridor entre les deux pavillons en dessous de la rue Sherbrooke. Excusez-moi, mais c'est le canal digestif du musée. On a placé Riopelle, le major Rosaire Luxembourg, dans un corridor au sous-sol au Musée du Québec. Quand même, une œuvre majeure, elle a été placée en fragments dans un couloir de passage pour aller aux toilettes, quasiment. Dans une vitrine. Wow, quelle valorisation de son œuvre. Dans une vitrine. Oui, dans une belle vitrine, bien belle vitrine. Moi, je serais très curieux de savoir c'est quoi le prix de la construction de la vitrine. Tu sais, c'est cher. Non, mais c'est vrai, c'est parce que des fois, il manque d'argent, mais le coût de la vitrine, c'est quelque chose. Parce que c'est quelque chose de faire une vitrine aussi grande. On parle de probablement 80 000 là, de dépenses. Non, mais c'est vrai, là, pareil. On aurait pu faire une belle salle. En tout cas, je dis ça, anyway. En passant, le Musée du Québec, tantôt, on parlait de pourquoi j'aime l'art. Personnellement, le Musée du Québec, j'y en dois beaucoup parce que quand j'étais jeune, au cégep, j'allais faire il y avait un centre de médiatisation dans l'ancienne prison en briques rouges, magnifique. Puis, j'allais faire tous mes travaux longs là. C'était très calme, très quiétude sur les plaines d'Abraham. J'avais un Walkman et j'ai travaillé là. Et j'étais dans une enceinte magnifique. Et il y avait dans toute cette espèce de... Il y a plusieurs escaliers qui montent. C'était le résumé des acquisitions qu'il avait fait à l'époque, c'est au Belgo, de l'année qui suivait. Fait que là, je voyais à Québec qu'est-ce qui avait été les œuvres importantes qui avaient été achetées par le musée. Et ils étaient tous là installés. Fait que ma culture d'art visuel actuelle a été faite dans ce musée-là, à travers l'acquisition dans ce lieu-là. Évidemment, c'est très spécifique pour moi que j'ai eu ça. Fait que le Musée du Québec, j'ai toujours quelque chose que je respecte envers, disons, ce qu'on fait. Puis, je les aime bien. Puis, ils essaient, mais c'est sûr que là, ils ont 4 grands volets là, dans le pavillon Bélargé, où ils ont 4 vedettes. Ils essaient. Mais en passant à Québec, vous savez qu'il y a plus de médiatisation. Ça, c'est un problème montréalais aussi. Hein. Dans les régions, il y a beaucoup plus de médiatisation en art visuel. Demandez n'importe quel artiste du Québec qui a fait une exposition à Saint-Hyacinthe, à Rimouski, à Amos, à Rouen, à Chicoutimi, il va avoir 1 ou 2 articles. Mais voilà, parce que mais à Montréal, c'est pas possible. Le poids médiatique est énorme qu'on se fait avaler par des tonnes d'affaires, ce qui fait qu'il n'y a rien.
Fait que moi, c'est toujours drôle de voir, si je regarde dans le CV de nos artistes, voir c'est où il y a eu des critiques, là. Et il y a une très forte propension des articles de médias locaux. Parce que là, oui, on va suivre. Voilà. Dominique Toutan, Nicolas Mavrikakis, merci beaucoup. On n'a rien réglé hein, en passant, Non. mais c'est pas grave, on a chialé un peu. Mais je crois que quand même, on a réussi à mettre le doigt sur le fait que la notion des médias dans la question de l'art contemporain, c'est pas une question qui serait accessoire, c'est pas quelque chose qui vient après, mais c'est vraiment intégré dans l'écologie de l'art contemporain, de la culture et de la manière avec laquelle on doit le faire et qui a probablement été négligé dans les dernières années. Oui. 100%. Alors, merci beaucoup. Merci également à la Foire Papier 2020 d'avoir permis cette table ronde d'exister. J'espère que les auditeurs et les auditrices ont apprécié la conversation. Et puis, j'aimerais bien voir des commentaires également, là. C'est dommage de pas pouvoir avoir accès à un public, surtout quand on parle de médias puis de prise de parole publique. Alors, j'aimerais beaucoup que cette conversation-là puisse être commentée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir, monsieur. Alors, en annexe, je voulais demander à Dominique Toutan et à Nicolas Mavrikakis rapidement, en fait, de nous présenter les œuvres qu'ils avaient derrière eux lors de la conversation. Dominique? Oui, j'essaie de présenter, c'est Myriam Dion, donc qui essentiellement sont des papiers journaux découpés et collés. Dans ce cas-ci, c'est une série où elle refait des tapis de Syrie qui ont été perdus dans la guerre syrienne et elle refait avec des journaux qui avaient des nouvelles sur, en fait, des pages frontispices des journaux sur des nouvelles sur la guerre en Syrie. Donc, elle refait des tapis maintenant détruits pendant la guerre, donc des tapis ancestrales. Magnifique. Et Nicolas Mavrikakis, derrière toi, il y a tout un commissariat, en fait. C'est terrible ce que tu me fais faire, parce que là du coup, il y a des gens qui vont dire « Ah ben oui, on sait bien, il a défendu un tel. » Mais heureusement, j'ai de la chance, c'est des œuvres très anciennes, tout ça. J'ai acheté certaines même avant que je sois un critique au voir. Donc, j'ai une œuvre de Robin DeYoe qui est à la cire, là, le carotté bleu et blanc, qui date fin des années 90. Marie-Claude Boutillier, j'en ai plusieurs d'elle. J'ai donc ce grand tableau de la fin des années 90, une œuvre plus récente. J'ai des dessins de Mathieu Beauséjour. À gauche, j'ai une œuvre de Manuel Galland, Alexandre David. Enfin, j'en ai plein. Je dois avoir une centaine d'œuvres. Alors, j'en ai partout. Je ne sais plus où les mettre. J'essaie de trouver un moyen d'ailleurs. Est-ce que je pourrais les accrocher au plafond? Alors, j'aimerais bien qu'il y ait des artistes qui fassent des œuvres pour le plafond, parce que là, je pourrais encore acheter plus, tu vois. Là, je suis confronté à un problème. Donc, je lance comme ça une idée. Créer des œuvres pour le plafond, il y a un marché. Pour les collectionneurs cinglés comme moi qui ont acheté trop de choses. Je suis d'accord avec toi. L'idée est lancée, puis moi, j'ai ma bibliothèque derrière moi. Ah ben voilà, on voit qui vraiment s'intéresse à la pensée de l'art et les autres ne font que consommer de manière superficielle. Ah ben merci beaucoup. Alors, c'était l'annexe. Fin de l'annexe.